Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. Les 15 et 22 mars, vous le savez, vous allez voter pour choisir votre prochain maire. À Grenoble, Éric Piolle ne se représente pas après 12 ans de mandat. La succession est donc ouverte et tous les prétendants vont venir sur le plateau de TG+, nous présenter les grandes lignes de leur programme. Et aujourd'hui, on reçoit Baptiste Anglade. Bonjour. Bonjour et bonjour à celles et ceux qui nous regardent. Vous êtes le candidat du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, le NPA, c'est plus simple. Le NPAR, oui. Pour l'élection municipale à Grenoble, vous avez 34 ans. Baptiste, vous êtes éducateur de rue. C'est ça. Ça consiste en quoi, éducateur de rue ? Mon boulot, c'est au titre de la protection de l'enfance, d'aller dans les quartiers populaires et ouvriers à la rencontre des jeunes, de leurs familles, et ensuite de tenter de les aider, de les accompagner. Voilà, ça revêt beaucoup de particularités, mais c'est du travail social dans les quartiers populaires. Vous travaillez sur la ville de Grenoble ? Non, je travaille dans l'agglomération. Très bien. Marié, des enfants ? Non. Bon, vous êtes encore jeune, 34 ans. Merci. Comme je sais que ce n'est pas le cas pour tous les candidats qui se présentent à Grenoble, je pose la question, est-ce que vous habitez vraiment à Grenoble ? Et oui, j'habite à Grenoble. Bon, très bien. Ce n'est pas d'ailleurs votre première campagne électorale. Alors pour les municipales peut-être, mais vous avez déjà été candidat sur d'autres échéances. Oui, j'ai été candidat aux législatives et c'est ce qui faisait un peu la particularité de notre organisation, de ne pas être allé dans le nouveau front populaire, parce qu'on ne voulait pas remettre en place le Parti socialiste et toute une série d'autres organisations. Donc on avait fait une campagne indépendante pour dire l'importance pour les travailleurs et les travailleuses d'être indépendants de l'État et de toute la gauche qui les a trahis depuis des années. Alors, et par ailleurs, si je peux me permettre, parce que là on se présente aux élections, mais moi je suis quelqu'un qui milite depuis longtemps, j'ai commencé au lycée, et c'est un peu la suite de cet engagement-là, c'est-à-dire que avant tout je suis un salarié, un travailleur social, un syndicaliste, quelqu'un qui participe aux mobilisations, et c'est ça quand même le centre de ma vie et de mon engagement, et notre présence dans ces élections, c'est pour justement faire résonner les combats des jeunes, des travailleurs, à un moment où on discute de la question du pouvoir. J'ai vu aussi que ces derniers jours, vous avez été entendu par la police à Échirolles. C'était le 4 février, après une plainte pour intrusion dans un établissement scolaire. Ouais. C'était quoi cette affaire ? Alors en fait, les patrons, ils supportent pas des gens comme moi, des syndicalistes qui en fait s'adressent régulièrement à leurs collègues. On a une habitude en fait avec mes camarades, avec mes collègues, moi je suis représentant du personnel, c'est de s'adresser à ce qu'on considère être nos collègues en formation, les étudiants de l'école travail social Océlia. Et la direction, elle a pris un peu le seum du fait qu'on a organisé, on est soutenu plus qu'organisé, un piquet de grève. C'était le 10 septembre, vous savez, c'était le grand mouvement Bloquons tout, manifestation à 30 000, assemblée générale à 5 000 personnes. Et ce matin-là, en fait, à l'appel d'étudiants, on est allé distribuer des tracts, boire du café. Et vraisemblablement, la direction d'Océlia appelle ça une intrusion. Donc voilà, j'ai eu ce plaisir de me retrouver au commissariat pour devoir me justifier sur le fait de militer, d'informer les étudiants sur leurs droits et d'expliquer aussi que même dans le social, les patrons ne devraient pas avoir tous les droits parce qu'en fait, c'est pas les employeurs qui font tourner les structures, c'est nous, les petites mains sur le terrain. Donc voilà, l'affaire elle est encore en cours. Ils expliquent que c'est une intrusion. Moi, ce que je dis avec mes collègues, c'est que je ne suis pas un trouble-fête, comme l'a expliqué le directeur de cette école, que je suis fier de militer, fier de dire qu'il faut augmenter les salaires, qu'il faut arrêter la casse du social, et qu'avec les collègues, on va continuer à s'adresser à nos collègues en formation, que ce soit au Célia ou ailleurs. Bon, ils ont mis du temps à traiter le dossier. Si vous me dites que c'est lié au mois de septembre. Là... C'était le 10. Alors c'est pour des faits du 10 septembre. Ils portent plainte le 15 septembre. Et la police, peut-être qu'elle a attendu que je sois candidat aux élections pour se souvenir de moi. Alors pourtant, la médiatisation, merci à vous de nous inviter, n'est pas... on pourrait être bien plus médiatisé. Mais apparemment, ils se sont souvenus qu'il y avait cette plainte-là de répression syndicale. Et on a vu que le patronat et l'État, la police, quand ils se donnent la main, c'est toujours pour venir réprimer. Donc voilà, moi j'ai pas honte de ce qui s'est passé, je suis même assez fier. Après on était des dizaines de collègues, ils se sont dit c'est celui-là le meneur, c'est celui-là qu'on va essayer de criminaliser. Si vous avez bien regardé, le jour où je suis passé au commissariat, il y avait 120 personnes avec moi, plus de 50 organisations syndicales, politiques, associatives qui ont soutenu. Donc voilà, on attend les suites, on n'a pas peur et on a l'habitude en fait du combat social.
Alors, vous portez les couleurs du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, là je l'ai bien dit. Ouais, bien articulé, bravo. Le NPA, qui a été créé à l'origine par Olivier Besancenot il y a une bonne quinzaine d'années. On était 10 000 à l'époque. Hein. Moi, j'étais lycéen, je suis un membre fondateur du nouveau parti anticapitaliste. 10 000 à le créer. Bon, alors c'était lui la figure de proue, on va dire, médiatique en tout cas. C'est ça, c'était porte-parole, ouais. La plus connue. C'est quoi? C'est une filiale du NPA d'origine? En fait, il y a une séparation politique. Le NPA dont vous parlez n'existe plus. Aujourd'hui, il y a deux organisations, le NPA révolutionnaire que j'ai la chance de représenter à Grenoble, et une autre organisation qui s'appelle le NPA l'anticapitaliste. Voilà. Et la base politique de notre séparation, c'était sur la question notamment électorale du fait de faire des alliances avec la gauche radicale. Nous, ce qu'on disait, c'est que en fait, on veut pas seulement se présenter aux élections. On pense qu'il faut combattre les institutions, combattre le pouvoir capitaliste. Et on s'est engueulé sur cette question-là et on a fini par se séparer. Donc voilà. Et le nom de notre organisation, c'est aussi le nom de notre journal qui s'appelle Révolutionnaire avec un S, parce qu'une des particularités de notre organisation, c'est d'expliquer qu'il faut un pôle des révolutionnaires, un pôle de toutes celles et ceux qui luttent de manière indépendante de l'État et qui sont aussi internationalistes. Parce qu'on veut faire la révolution, mais pas seulement en France, on veut la faire à l'échelle de la planète. Alors vous êtes classé par la préfecture à l'extrême gauche. Vous revendiquez ce positionnement? Nous, on ne se revendique pas particulièrement de l'extrême gauche. On se revendique communiste révolutionnaire et on n'attend pas que la préfecture nous classe. On est du côté des travailleurs, on est du côté des jeunes, on est dans les mobilisations et on en est très fiers. Alors, vous n'êtes pas le plus jeune candidat à cette élection grenobloise. Ouais, je vais finir par vieillir un jour. Mais en tout cas, vous menez la liste la plus jeune, une moyenne d'âge de moins de 30 ans, 29 ans. C'est ça, ouais. Sur vos 60 colistiers. Alors, c'est assez insolite. En général, les moyennes d'âge sont plus élevés. Ça ne représente pas non plus forcément très bien la population grenobloise, autant de jeunes. On pense que ça représente l'avenir, en tout cas. Notre liste, c'est principalement des jeunes travailleurs. On a aussi une dizaine d'étudiants, mais des travailleurs et des travailleuses, en fait, de plein de secteurs. Je suis travailleur social, il y a d'autres collègues à qui je passe le bonjour qui sont aussi sur notre liste, mais on a aussi des collègues qui bossent dans la santé, qui bossent dans les transports, qui bossent dans des multinationales, dans des grosses boîtes de la métallurgie. Donc voilà, c'est quand même un panel pour nous de celles et ceux qui font tourner cette société. Voilà, et on pense même, et c'est le slogan de notre campagne, que c'est nous qui travaillons et ce serait à nous de décider. Notre slogan, c'est aux travailleurs et aux travailleuses de décider de tout. Donc voilà, on est une liste jeune, on représente l'avenir, la niaque et aussi la dignité de celles et ceux qui relèvent la tête dans un monde qui est particulièrement injuste. Il y a une autre candidate à Grenoble qui est un peu sur le même champ d'action que vous. C'est la candidate de Lutte ouvrière qu'on a reçue aussi. Ouais, notre camarade Catherine, oui. Voilà, Catherine Brun. Dans cette émission, il n'y avait pas une idée de peut-être fusionner pour être plus fort ensemble? Comme je vous ai dit, nous, on est pour le pôle des révolutionnaires, et que ce soit pour les élections, mais en fait pour arriver, pour que les organisations communistes révolutionnaires puissent s'exprimer ensemble sur le terrain de la lutte des classes. C'est des propositions qu'on fait à nos camarades de Lutte ouvrière. Franchement, on s'entend super bien. On n'arrête pas de se croiser dans cette campagne et c'est vrai qu'avec Catherine, quand on est tous les deux face aux autres candidats, que ce soit les représentants de la Macronie, qui ont fusionné quand même avec la droite bien réac de Carignon, que ce soit face à l'extrême droite ou même face à Laurence Ruffin, la gauche institutionnelle, celles et ceux qui font des belles promesses mais qui, dès qu'ils arrivent au pouvoir, s'empressent de les trahir et de gérer les intérêts des riches. Quand on est tous les deux face aux autres candidats, on se sent bien, on se serre les coudes. Donc voilà, mais notre politique, celle du pôle des révolutionnaires, et je pense qu'on a en commun le fait de l'indépendance de classe, l'internationalisme, mais aussi que pour faire la révolution, il faudra un parti révolutionnaire. Moi, je considère que mon organisation, celle de Catherine, sont d'une certaine manière des embryons et les futures tendances d'un futur grand parti révolutionnaire. Et on travaille à ça de manière sérieuse, assidue et honnête dans les discussions entre nos différentes organisations. Alors vous avez cité l'écologiste Laurence Ruffin, Alain Carignon pour la droite. C'est le duel qu'on pourrait retrouver au second tour. Est-ce que votre organisation donnera, dans un cas de figure comme celui-là, des consignes de vote? Peut-être qu'on pourrait commencer par parler du premier tour et de nos idées. Vous voulez pas vous prononcer? On se prononcera et de toute façon il n'y aura pas de surprise. Nous, jamais on appellera à voter pour la droite, mais par contre on combat l'héritage de Madame Ruffin. On est quand même à Grenoble, la ville qui soi-disant a été la plus à gauche de France, et Madame Ruffin, pour continuer pour être dans la continuité, a rien trouvé de mieux à faire de partir aux élections avec le Parti socialiste. Quand on voit le Parti socialiste qui laisse passer les plans d'austérité, qui postulait même pour être les ministres de Macron,
franchement, on n'a aucune confiance ni dans Laurence Ruffin, ni dans le bilan de la mairie de Piole. Et on pense qu'il faudra les combattre dans la rue, par les grèves, dans les occupations aussi. Et c'est ça sur quoi on va travailler. Mais peut-être avant de parler des grands candidats, comme vous dites, moi je veux bien un peu développer sur les idées que porte notre liste. Alors vous êtes là pour ça, justement, on n'aura pas le temps de tout balayer, mais à chaque candidat, j'ai demandé 5 sujets, 5 thèmes pour développer un petit peu, qu'on comprenne un peu ce que vous feriez si vous arriviez aux manettes de Grenoble. Et le premier point fait référence à votre slogan de campagne que vous nous avez donné tout à l'heure, les travailleurs doivent décider de tout. Ouais, nous, ce qu'on dit dans ces élections, c'est que ceux qui font tourner la société, on leur demande trop rarement leur avis, mais qu'en fait, ceux qui la dirigent, ils ont pas besoin de se présenter aux élections. On pense que ceux qui dirigent réellement la ville, c'est les milliardaires, les millionnaires. Il y en a une qu'on aime bien humaniser dans cette élection, qui est la présidente du MEDEF dans la zone, qui s'appelle Sophie Sidos, dont la famille a plusieurs milliards, vous voyez, apparemment autour de 300 logements. On pense que c'est plutôt ces gens-là qui dirigent la société. Et on pense qu'il faudrait en fait leur arracher leur pouvoir, prendre leur logement vide, prendre les milliards qu'ils ont sur leur compte en banque ou dans leur poche, et qu'avec ça on pourrait en finir avec la misère et qu'on pourrait construire une société plus juste. Deuxième point, celui-là est déjà bien radical, la lutte contre les politiques d'austérité. On pense que c'est ça qui casse la vie des travailleurs, de la classe ouvrière, c'est-à-dire que la casse des services publics, la dégradation des conditions de travail, de ce que c'est l'éducation nationale, pour ce que c'est mon boulot, en fait, la casse du social et la volonté de marchandiser toujours plus tous ces services, c'est insupportable. Et on va dans cette élection pour expliquer qu'il faut un grand mouvement, il faut qu'on se révolte, il faut des manifestations, il faut des grèves pour arriver à stopper cette casse sociale. Donc c'est une chose qui est très importante pour nous. Et de ce point de vue-là, on ment pas aux gens. On vient pas leur dire il suffit que tu votes pour moi. Bien sûr, il faut que tout le monde qui regarde cette émission vote pour nous. Mais il suffira pas seulement de dire Baptiste, on te fait confiance, grâce à toi l'austérité ce sera fini. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on se mobilise toutes et tous ensemble. Il y a eu un plan de sauvegarde des services publics, en fait, qui est un plan de licenciement, des fermetures de services publics à Grenoble. En fait, on pense qu'il faut s'opposer à ces politiques-là, et on vient expliquer ça dans les élections. Il n'y aura pas de sauveur suprême. Le seul sauveur suprême, en fait, c'est notre classe sociale, et c'est par la mobilisation. Troisième point que vous avez souligné, le soutien aux mobilisations. Alors c'est un peu large, les mobilisations, vous entendez quoi par ça ? Un exemple très concret, ça fait plus de 3 mois que des mal logés qui ont été expulsés par Actis, le bailleur social, qui sont par ailleurs sans papier, en fait, donc privés de droits, mais qui sont des travailleurs, des livreurs à vélo, des aides à domicile, qui sont obligés d'occuper le siège de la métropole pour demander des relogements. On pense que leur mobilisation, elle fait bien plus que tous les beaux discours. Elle a réussi à mettre sur la question de la table la question des logements, la question en fait du mal logement, et aussi une réalité qui est en fait terrible et qui existe à Grenoble, mais de manière beaucoup plus large aussi, c'est que d'un côté on a des bâtiments, des logements qui sont vides, et de l'autre on a des gens qui vivent soit dans des taudis, soit qui vivent carrément à la rue, et ces mobilisations, elles permettent d'expliquer notamment, et c'est une chose qu'on réclame, c'est-à-dire la réquisition des logements vides. On pourrait parler aussi des agents de la mairie qui se mobilisent. Cette mairie que représente Madame Ruffin et d'une certaine manière Monsieur Brunon, parce que son organisation participait à la précédente mairie pour la France Insoumise. En fait, ils maltraitent leurs salariés. Ils s'en sont pris au droit de grève, notamment celui des ATSEM. Ils organisent la précarité, en fait, avec beaucoup trop de contrats précaires, notamment dans les écoles. Nous, on est sur tous les piquets de grève et on pense qu'il faut soutenir les mobilisations. Et si on est élu, on pense que ça donnera du poids au soutien à l'ensemble de ces luttes qui sont dignes, qui sont belles et desquelles nous sommes partie prenante. Mais sur ce cas particulier, effectivement, de l'occupation de la métropole, qui dure depuis des semaines et des semaines, on a l'impression que même les élus qui affichent une volonté de régler le problème n'arrivent pas à trouver de solution ? Alors, je ne sais pas s'ils n'arrivent pas à trouver de solution, mais vous voyez, il y a un collectif que nous respecte beaucoup qui s'appelle le droit au logement.
Non, le DAL. Le DALO, c'est une procédure. Ah oui. Le DAL, nos camarades du DAL, en fait, il suffit juste de leur demander et ils font partie de certaines négociations. Ils savent où ils sont les logements vides. C'est-à-dire que si on demande aux gens autour d'eux, si on est auprès de la classe ouvrière, dans les quartiers, dans la ville, les gens savent très bien où sont les logements vides, les bâtiments vides. Donc, en fait, on pense qu'il y a un manque de volonté politique, mais au-delà de ça, en fait, si les politiciens, ceux qui vivent de la politique, expliquent qu'ils vont régler les problèmes des gens sans s'attaquer à la propriété privée, sans s'attaquer aux multipropriétaires, aux millionnaires, aux milliardaires, en fait, on pense que c'est un peu de la poudre aux yeux. Donc voilà, un petit peu d'effort, la mobilisation, elle va continuer. C'est quand même la honte pour des villes, qu'elles soient de droite, mais aussi de gauche, de laisser des gens dans cette galère-là. Et nous, on est très, très fiers de soutenir cette mobilisation qui est très, très importante. Alors, le quatrième point que vous vouliez aborder, le mépris social et raciste contre les travailleurs. Et ouais. Ça concerne aussi Grenoble ? Bien sûr que ça concerne Grenoble, mais en fait, ça concerne les travailleurs et les travailleuses de tous les quartiers populaires et ouvriers. On a participé au débat avec M. Carignon et Gabriac. Alors, on a l'impression qu'ils détestent Grenoble, mais surtout qu'ils détestent les habitants et les travailleurs de ces quartiers. Nous, on en a marre qu'on résume Grenoble à chic-à-greux, à la délinquance, à la violence. Et on pense que c'est un peu raciste. C'est-à-dire que c'est une manière de taper et de stigmatiser les plus pauvres, ceux qui sont d'origine immigrée, pour ensuite aller que ça passe crème, en fait, qu'on va aller attaquer leurs droits. Et en fait, quand on attaque une partie de notre camp social, nous, on sait très bien que c'est une manière de généraliser ces attaques contre toutes et tous ensuite. Donc voilà, le mépris social, le mépris raciste qu'affiche la droite et l'extrême droite, on pense que on est content d'être dans ces élections aussi pour le combattre et pas leur laisser un centimètre de terrain. Ouais, si j'ai bien compris, vous êtes là aussi pour vous mobiliser contre l'extrême droite. C'est le dernier point que vous vouliez mettre en avant sur cette interview. Oui, absolument. En fait, on a l'impression que depuis quelques semaines, ils ont le vent en poupe et qu'ils essayent même de réécrire un petit peu l'histoire. Ils expliqueraient que les violents seraient ceux qui résistent à l'extrême droite. Ils expliqueraient qu'en fait, ils ont le droit d'être racistes, ils ont le droit d'être sexistes, ils ont le droit d'être homophobes. Mais nous, on pense que c'est les premiers valets des bourgeois, les premiers valets des capitalistes, c'est-à-dire qu'ils défendent la même politique que les autres, de manière bien plus décomplexée, et ils rajoutent de manière beaucoup plus assumée ce poison raciste pour stigmatiser les immigrés, mais aussi pour nous diviser entre nous. Nous, on pense qu'il n'y a pas de frontière, qu'il n'y a pas de différence dans notre classe sociale, et que la seule frontière, c'est celle entre notre camp social, les travailleurs, les jeunes qui sont des futurs travailleurs, et de l'autre côté, les patrons. Et nous, c'est la seule frontière qu'on reconnaît. Et en ça, on reconnaît l'extrême droite comme un des ennemis principaux des travailleurs et des travailleuses. Et est-ce que la violence peut être un mode d'action que vous prenez pour lutter contre l'extrême droite ? Absolument pas. Nous, on pense que, la manière de lutter contre l'extrême droite, ça se fera par le nombre, par les idées, mais aussi en ayant plus de conquêtes sociales. C'est-à-dire que plus les droits sont attaqués, plus les mobilisations, elles ont du mal à aboutir vers des victoires, plus ça démoralise les gens, et c'est ça qui laisse de la place à l'extrême droite. Donc voilà. Après, contre on pense pas que ce soit la gauche qui soit violente. On pourrait refaire la liste de tous les morts par l'extrême droite dont on parle très peu. L'extrême droite qui a tué à Lyon il y a un mois et demi, qui a tué une quarantaine de personnes ces dernières années. Donc voilà, on ne veut pas rentrer dans ce narratif-là. On sait que c'est eux les violents et les premiers provocateurs de toute la violence. Mais on pense que la réponse face à l'extrême droite, c'est l'unité de notre camp social, c'est la solidarité et c'est grâce à des nouvelles victoires. Si on gagne par exemple des augmentations de salaire, on aura plus de solidarité dans notre classe sociale, et c'est de cette manière-là qu'on veut combattre l'extrême droite. Très bien, je pense que le message est passé. Et on espère. Après ce deuxième tour, il y en aura une sorte de troisième pour l'élection du président de la métropole, une collectivité qui a de plus en plus de pouvoir par rapport aux communes qu'elle représente. Comment vous regardez cette si je peux me permettre, pour les gens qui nous regardent, qui auraient un peu envie de creuser tout ce que je viens de tenter d'expliquer un peu rapidement, on organise un grand meeting le 5 mars à l'Office du tourisme avec nos porte-paroles nationaux. Donc voilà, on vous invite toutes et tous. Et sur la question de la métropole, nous, on ne réfléchit pas exactement de cette manière-là. J'espère que vous l'avez compris. L'espoir qu'on met, il est dans les mobilisations, dans les luttes. Et on réfléchit
réfléchit dès maintenant au fait que le troisième tour, il devra se passer dans la rue. Donc nous, on pense qu'il y aura et on va construire un troisième tour social, c'est-à-dire que pas seulement rester spectateur et se dire ah je vote une fois tous les quelques années pour donner un point de vue, et parfois en fait c'est pas un choix même d'adhésion, un choix d'idée, mais on vote toujours pour le moins pire. On pense que ce qu'il faut construire, c'est le troisième tour social, parce que l'austérité, on va se la manger en pleine tête, que ce soit l'austérité de la mairie, que ce soit l'austérité de la métropole. Vous voyez, moi, mon boulot, il est financé par l'argent public au titre de la protection de l'enfance, et tous les ans, on voit nos conditions de travail se dégrader. On n'a pas assez de moyens humains, pas assez de moyens matériels, et en fait, si on veut inverser la vapeur, il faudra stopper l'austérité, et ça, ce sera le troisième tour social dans la rue par les grèves, et on espère aussi par des occupations. Baptiste Anglade, donc candidat à la mairie de Grenoble pour le NPA révolutionnaire, avec un S, si j'ai bien compris, à révolutionnaire. Voilà, le club des révolutionnaires. Donc voilà, bonne continuation pour cette campagne. Le premier tour, ce sera le 15 mars, le deuxième, le 22 mars, et le troisième tour que vous avez prédit dans la rue, ça, on verra on y travaille pour, en tout cas. Voilà, j'imagine bien. Merci en tout cas d'être venu sur cette émission. Au revoir.